représentation des travailleurs moins valides au sein des pouvoirs locaux, une démarche gagnante. Alors, nous allons attendre encore un petit peu quelques minutes, si vous me permettez, pour respecter le protocole, puisque une des premières intervenantes sera la ministre, Madame Thillieu, dont... On va participer à cette matinée de réflexion et à ce colloque qui, je l'espère, sera véritablement un colloque d'échange. Le travail, c'est d'abord et avant tout un droit fondamental reconnu pour tous les citoyens externes, dans un format qui est accessible à tous, bien sûr, au sujet des possibilités d'adaptation des procédures de recrutement. Alors, ce n'est pas que le recrutement, il y a aussi l'accession au grade supérieur, et puis de diffuser l'information par rapport aux capacités d'adaptation ou aux contraintes liées au handicap. Et enfin, de l'obligation ainsi que des dispositions dont les travailleurs peuvent bénéficier pour faire face à leur handicap dans le cadre de leur emploi. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées veut s'inscrire résolument dans cette perspective. Il y a peu d'ailleurs, la personne atteinte d'une déficience quelconque, même légère, était dans les aménagements réservatifs, consiste bien en la mise à l'emploi du plus grand nombre de personnes, y compris du plus grand nombre de personnes en situation de handicap, en la fondant sur leurs compétences, parfois extrêmement particulières, et bien utiles pour certaines fonctions, en le fondant aussi sur la solidarité entre les travailleurs. La province de Namur essaye de tout mettre en œuvre pour que la personne handicapée, moins valide, soit intégrée au mieux, que ce soit en raison d'un accident de vie ou à l'occasion d'un engagement. Un aménagement du poste de travail. Très nombreux travailleurs qui sont concernés. Pour donner quoi? Pour donner un service fondamental aux citoyens. C'est donc une responsabilité publique importante que nous avons, et c'est aussi une proximité avec la personne. Et puis nous sommes concernés aussi parce que nous devons montrer l'exemple. Et que travailler à l'égalité des chances, ça doit être un des rôles du service public. Quelques exemples qui ont été plus marquants dans la presse. On avait par exemple... Madame la ministre de la Santé, Madame la représentante du ministre des Pouvoirs locaux, Monsieur le député provincial, Monsieur le sénateur, cher Franco, Mesdames et Messieurs, en votre titre et qualité, le travail est un espace essentiel de la vie. Même s'il est impossible d'en mesurer pour chacun l'importance intime, il soutient l'identité, contribue à la réalisation personnelle, fait support à la valeur que tout homme consent à s'accorder. Au-delà d'être source de revenus, c'est un vecteur d'épanouissement. Par la participation à la vie sociale et par la reconnaissance d'autrui. C'est la raison pour laquelle tout système social doit veiller à protéger le droit au travail, le droit de tous à s'y réaliser. Et pourtant, la reconnaissance de la personne moins valide en tant que personne autonome, jouissant pleinement de l'ensemble de ses droits, en ce compris le droit au travail, reste hélas encore bien trop souvent de l'ordre de discours. Pire encore, notre société continue, sur base d'a priori, à considérer qu'employer une personne handicapée coûte cher, qu'une personne handicapée est toujours malade, qu'une personne handicapée travaille lentement, qu'une personne handicapée ne peut occuper que certains postes spécifiques. De ces préjugés naît la discrimination, voire l'exclusion des moins valides du marché de l'emploi. Véhiculer ces préjugés, c'est nier le fait que le handicap n'est pas en réalité une caractéristique de l'individu, mais le résultat de la confrontation entre les incapacités induites par une déficience et un environnement inadapté, parce que conçu en référence à l'homme moyen, considéré comme homme normal. La démystification du handicap, la sensibilisation aux discriminations doivent donc être des priorités d'action, en ce compris à l'intérieur du mouvement syndical. Le colloque de ce jour, tout comme ceux organisés par la CGSP admis en 2011 à Tournai en 2012 à Mons, s'inscrit dans ce combat qui vise à changer les mentalités. Oui, une révolution mentale doit naître,
Elle est même indispensable si nous voulons garantir dans les faits le respect des droits fondamentaux de chacun et développer des politiques destinées à lever les obstacles. Ensemble, employeurs, organisations syndicales, monde associatif, institutions publiques, menons cette révolution. Pour qu'un jour, on puisse dire qu'ici, nous avons réussi à faire du handicapé quelqu'un dont on ne sera même plus obligé de dire qu'il porte ce nom. Simplement parce qu'il sera un autre dans sa diversité et dans l'exercice de la plénitude de ses droits, et d'en faire quelqu'un qu'on ne remarquera même plus. Ayons la conviction que le handicap est un aspect de notre identité commune, une forme de la diversité qui enrichit notre démocratie, qu'il est un aiguillon à la réflexion sur notre société, sur ses fondements, sur ses valeurs, sur le contrat que lie chacun de ses membres, et par conséquent une réflexion sur nous-mêmes, une introspection dont nous sortirons garantis. Puisque j'avais promis à Joël de ne pas abuser du temps qui m'était imparti, permettez-moi de conclure cette modeste intervention sur une petite histoire dont malheureusement je n'ai pas trouvé trace de son auteur. Une vieille dame possédait 2 grands pots, chacun suspendu au bout d'une perche, qu'elle transportait appuyée derrière son cou. Un des pots était fêlé, alors que l'autre pot était en parfait état et rapportait toujours sa pleine ration d'eau. À la fin de la longue marche du ruisseau vers la maison, le pot fêlé n'était plus qu'à moitié rempli d'eau. Tout ceci se déroula quotidiennement, pendant 2 années complètes. Et la vieille dame ne rapportait chez elle qu'un pot et demi d'eau. Le pot intact était très fier de son œuvre. Mais le pauvre pot fêlé, lui, avait honte de ses propres imperfections et se sentait triste. Il ne pouvait faire que la moitié du travail pour lequel il avait été créé. Après 2 années de ce qu'il percevait comme un échec, il s'adressa un jour à la vieille dame. Alors qu'il était près du ruisseau, il disait « J'ai honte de moi-même, parce que ma fêlure laisse l'eau s'échapper au retour vers la maison. » La vieille dame sourit et lui dit « As-tu remarqué qu'il y a des fleurs sur ton côté du chemin, et qu'il n'y en a pas de l'autre côté? J'ai toujours su à propos de ta fêlure, donc j'ai semé des graines de fleurs de ton côté du chemin. Et chaque jour, lors du retour à la maison, tu les arrosais. Pendant 2 ans, j'ai pu ainsi cueillir de superbes fleurs pour décorer la table. Sans toi, étant simplement tel que tu es, il n'aurait pu avoir cette beauté pour agrémenter la maison. Chacun d'entre nous, nous avons nos propres manques, nos propres fêlures. Mais ce sont chacune de ces craquelures et chacun de ces manques qui rendent nos vies si intéressantes et enrichissantes. Merci. Alors, avant l'entrée en formation, il y a naturellement tout un processus, chez nous aussi, de sélection. Nous avons à peu près 160, 170 personnes qui veulent rentrer chez nous en formation chaque année. On doit malheureusement sélectionner les personnes qui rentrent chez nous. Il y a une 40aine, une 50aine de places disponibles chaque année. Et donc ça se fait d'abord avec un entretien de motivation avec notre assistante sociale qui reçoit les candidats et qui analyse vraiment leurs demandes. Je l'assume parfaitement, sans complexe. Je suis né sourd. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Moi, c'est Naomi Barbet, je suis job coach pour l'intercommunal social du Brabant Wallon, financée vis-à-vis du soutien dans l'emploi au niveau de la WIP. Je suis arrivée parce qu'il y avait pas mal de soucis au niveau comportement et qualité du travail. Donc on a instauré tout un coaching ensemble, à savoir qu'on faisait des évaluations régulières ici en entreprise, mais aussi avec la famille qui est très soutenante et très impliquée dans l'insertion de Grégory. Donc on a mis pas mal de choses en place, tant au niveau encadrement qu'au niveau travail,
Il y a par exemple son carnet qui a été mis en place avec toutes les tâches qu'il a à faire. Monsieur Thibault a pris l'encadrement vraiment en charge pendant les moments où il y a des soucis, parce que Grégory fonctionne très fort avec des hauts et des bas, où voilà, je suis appelée dans les moments où ça va, c'est un peu plus difficile tant au travail qu'au niveau relations. Donc moi je suis Michel Meyer, je suis l'adjoint de monsieur Thibault qui est responsable du service technique. J'encadre avec lui Grégory, et en fait Grégory depuis qu'il est ici, un travail d'évaluation pour lui, et essayer de le motiver à ce qu'il arrive à être autonome complètement. Petit à petit, il est parvenu à grandir, je veux dire, dans son type de travail, et donc nous on le pousse à ce qu'il puisse travailler avec des engins. Donc maintenant on l'a équipé d'un aspirateur glouton. Il fait du salage, et quand il y a des petits problèmes, nous faisons rapport à Noémie. Elle coach Grégory avec nous, parce que je pense que dans l'ensemble, tout le monde est satisfait. Il fait un peu de travail administratif aussi, dans le sens où il prend le téléphone et il nous aide à porter des documents, etc. À la signalisation aussi. Il évolue très très bien dans son domaine. Le fait d'avoir parmi notre personnel ami Grégory, et surtout de voir à quel point il s'est bien intégré dans ce personnel, n'est en fait pas réellement une surprise pour moi. Grégory est aussi bien en contact avec les échevins qu'avec le personnel administratif, que les assistantes sociales, l'accueil extrascolaire, le personnel des techniciennes de surface, et donc ça permet énormément d'échanges. Et ce qui est très gai à voir par rapport à Grégory, c'est qu'il a vraiment pris sa place, mais il est aussi autonome. Donc ça lui permet de prendre des initiatives. On voit que spontanément, il gère non seulement les tâches et les missions qu'on lui a attribuées, mais aussi il prend le téléphone quand il voit que personne n'est disponible. Voilà, il a des initiatives, et je pense que voilà, c'est ça qui est intéressant, et ça n'est pas du tout anormal vu le travail qui est mis en place depuis 2007. Bonjour, merci de m'écouter. Je voudrais d'abord commencer ma présentation en disant un grand merci à toutes les personnes qui ont pensé à faire modifier la loi. Elles se sont battues, peut-être que maintenant elles ne sont plus là. Mais en attendant, si je suis devant vous, excusez-moi, mais c'est grâce à eux. Alors, je vais tout de suite être clair dans mon exposé. Je vais prendre un exemple, et je crois que c'est, si vous devez retenir une seule chose, je vous demanderai de l'appliquer, c'est que il existe ce qu'on appelle une école de la conduite défensive. À cette école, on vous apprend comment résoudre un problème. On vous demande, si vous avez un obstacle subi devant vous, de ne plus le regarder, mais de regarder la solution. Donc, si une personne handicapée se présente devant vous, je dirais simplement, regardez la solution, et avec tout ce qui existe, on la trouvera. Excusez-moi, je ne m'attendais pas à être aussi. Maintenant, je voudrais bien aussi vous dire que mon employeur ne s'est pas que soucié du travail que je devais accomplir ou qu'on allait me demander. On a essayé aussi de trouver des solutions à partir du moment où je sortais de ma maison. Il y a des choses qui ont été mises en place, maintenant elles fonctionnent moins bien, mais j'ai trouvé des oreilles attentives, et d'autres solutions vont sûrement être apportées. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Merci, monsieur Louis Bailly, pour ce très beau témoignage. Il nous en reste un de témoignage, mais à voir en image, encore cette fois. Voilà, je me présente, Louis-Marie Mailly, je suis occupé à la ville de Namur, donc j'étais ouvrier de voirie. Alors avec l'évolution de la maladie, on a été amené
suite à l'avis médical, de me retirer de ce qui était le travail en voirie. L'ingénieur du service a souhaité que je reste opérationnel, donc m'a gardé dans le service en se faisant la réflexion que ce que je pouvais encore faire, j'ai été suivre à l'HVFE une formation en informatique pendant 2 ans. Suite à l'évaluation des besoins, là, il s'est avéré nécessaire que je suive une formation en informatique. Et là, j'ai suivi pendant 2 ans ma formation. Cette formation ne m'a pas servi qu'à moi-même, parce que par après, des collègues dans les bureaux sont arrivés, ils étaient devant un ordinateur, et j'ai pu aussi, avec mes compétences, lui montrer aussi à maîtriser l'informatique. Donc il y a eu un système de win-win. Donc moi-même j'ai eu une formation que j'ai pu donner à un voyant. Non, mes occupations principales sont d'ordre d'un magasinier. Donc donner l'outillage aux personnes qui ont besoin de ce qu'on appelle le petit outillage, truelle, marteau, tournevis, clé, etc. Il y a un stock de plaques de signalisation et je m'occupe plus spécifiquement des plaques de rue qui sont en réserve. Et là, on a collé une étiquette. Donc j'ai utilisé complètement l'ordinateur et là, j'ai utilisé une pince d'IMO et qui n'écrivait, au lieu d'écrire en caractère arabe, elle retranscrivait en caractère braille. Donc le voyant pouvait aller lui-même dans le stock trouver les inscriptions qui étaient manuscrites et moi je pouvais aller rechercher la plaque souhaitée via les étiquettes en braille. Une fois que je sors de ce local, je prends une canne blanche et je circule dans le local ici qui est juste à côté où se trouvent les outils, la marchandise, etc. Avec ma canne blanche et une fois que je sors de ce magasin ici et que je me trouve dans le grand hall, à ce moment-là, mes déplacements sont faits à l'aide de bandes guides au sol ou avec l'aide de mon chien guide. À maintenir son emploi, oser le faire, oser organiser ce que vous faites, continuer ce cours, sensibiliser, je trouve ça, c'est remarquable. Vous êtes dans votre action de délégués syndicaux et d'engager les militants au niveau syndical. Je remercie que l'initiative est prise par CGSP. Elle a le mérite d'être faite au moment où ce n'est pas facile de le faire. Parce que vous savez, quand les choses sont compliquées, l'accumulation de handicap, ça additionne. Maintenant, je voudrais remercier ici, et pas parce que la fille n'est pas, je n'ai pas besoin de ça, mais au-delà de tout ce qu'on a exprimé aujourd'hui, vivre après son travail, c'est rencontrer des autres personnes, valides, mais je vois ici Philippe Naou qui m'a un jour accueilli, j'avais le droit de hier, mais je remercie pour sa sensibilité, donc je veux dire qu'au travers des lois, au travers de toutes nos démarches, il y a aussi des hommes avec qui il faut proposer, que j'ai l'occasion de rencontrer, comme Jean-Marc le disait, etc., et qui me donnent envie de continuer, de vivre avec les autres et pas contre eux. Quand on m'a demandé de préparer les conclusions, d'abord j'ai pris ça comme un cadeau, puis finalement, après vous avoir écouté, observé l'émotion, tout ce qui s'est passé dans cette salle ce matin, je me suis rendu compte que c'était un travail ardu. Donc vous me pardonnerez si je manque un peu de suite dans mes idées, mais j'ai essayé de retranscrire certaines choses, pas évidemment tout ce que vous avez dit, puisqu'il y a des fardes à vos dispositions et vous trouverez énormément de choses dans ces fardes, mais je me suis aussi permis de mettre un peu mon grain de sel en tant que responsable syndical. Croyez bien que je tenais à le faire. Abdel me fait remarquer que moi, 2 minutes, ça va, j'avance. Mais avant ça, je voudrais, comme d'habitude, parce que j'aurais l'intention que ça s'adresse à moi, 2, parce que je pense qu'il le mérite vraiment. Je voudrais qu'on applaudisse et qu'on ovationne tous ceux qui ont participé à cette réunion. On n'a pas cité tout à l'heure l'espace formation, et je vais me demander de les reciter maintenant, notamment eux, et les stagiaires, bien évidemment. Donc je vous souhaite qu'on applaudisse tous les organisateurs et tous ceux qui ont participé à cette réunion. Alors voilà, décidément, nous avons, nous, organisations syndicales, aujourd'hui confirmé notre réputation de ringard.
Comment peut-on en effet parler d'intégration et de réorientation des travailleurs moins valides alors que les critères retenus dans notre société pour l'obtention d'un emploi, Alex le disait, facteur de socialisation, alors que ces critères, je disais, sont des plus exigeants. Notre démarche, considérée comme marginale, ce qui se confirme par l'absence importante de mandataires locaux que nous avions invités à cette journée. Il faut en effet, sans être nécessairement top manager, être toujours au top et surtout y rester, quels que soient les aléas de la vie. Le travailleur et le travailleur sans emploi sont, je cite un économiste dont je n'ai pas retenu le nom et pour cause, du capital humain qu'il faut pouvoir exploiter au même titre que l'argent qui dort sur les comptes d'épargne de nos concitoyens. C'est tout. Mais il y a des lois, me direz-vous. Plusieurs intervenants l'ont précisé. L'obligation de respecter un quota d'agents moins valides, de respecter des procédures de réintégration progressive après période de maladie ou d'accident, et cela dans l'objectif de déclarer, de pérenniser l'emploi des personnes moins valides. Pour ce faire, encore faut-il, de chercher son chemin à travers les méandres de la législation, des législations, 2, de les appliquer, 3, de dépasser ses préjugés, et 4, surtout peut-être, d'apporter les moyens pour les mettre en œuvre. On parlera notamment d'aménagement raisonnable, de formation, de stage en entreprise, etc. Bref, des mesures qui ont un coût, mais qui peuvent être soit partiellement, soit totalement subsidiées. La volonté, et la volonté politique tout particulièrement, est primordiale. Nous constatons en effet sur le terrain un décalage important entre la norme et son application, tout particulièrement en ce qui concerne la réintégration des agents qui sont victimes de maladies ou d'accidents de travail. Il y a une sorte de manipulation. La diversité des législations, mais surtout l'obsession de l'équilibre budgétaire, sont des alibis faciles pour ceux qui font le choix d'une politique conservatrice. La réduction du personnel au sein des services publics, notamment, est un frein au changement, bien entendu. D'autres facteurs ont été cités. Il n'empêche que celui-ci est particulièrement révélateur d'un choix politique. Heureusement, une journée comme aujourd'hui a le mérite de nous remobiliser, de nous aider à constater que les choses évoluent, que des expériences positives voient le jour, que l'on pense positif, que nous sommes, sinon nombreux, du moins plusieurs, à partager une même préoccupation. Que finalement, il existe un réseau qui œuvre au bien-être de la personne moins valide et donc une force qui peut, non, qui doit faire pression sur nos décideurs politiques pour que les travailleurs moins valides d'abord, mais aussi l'ensemble du monde du travail, bénéficient d'une adaptation des conditions de travail. Car, où est-il le progrès après 2000 ans d'exploitation de l'homme par l'homme et aujourd'hui encore autant qu'hier, si l'homme doit continuer à s'adapter à la machine, fût-elle s'appeler le marché? N'a-t-on pas le devoir de revendiquer l'inverse, c'est-à-dire l'aménagement des conditions de travail afin que l'activité professionnelle devienne pour tous un lieu d'épanouissement et d'ouverture à la différence? Alors, tout d'abord, merci aux personnes moins valides, qui nous montrent la voie à suivre et nous invitent à poursuivre le combat vers une dignité à obtenir, pour eux bien sûr, mais aussi pour l'ensemble du monde du travail. Merci.